Je m'appelle Richard, j'ai 27 ans. Je travaille dans la construction commerciale à Tucson, et j'étais sur le point d'épouser la femme que j'aimais. Ça aurait dû être la plus belle soirée de ma vie. Au lieu de ça, je regardais mon futur beau-père essayer de m'empoisonner à ma propre fête de fiançailles. Il s'appelait Gérald, 56 ans, propriétaire d'une chaîne de quincaillerie à travers l'Arizona. Un homme imposant, la voix forte. Le genre d'homme qui pensait que le respect était quelque chose que l'on exige, pas que l'on gagne. Il m'avait détesté dès l'instant où sa fille Vanessa m'avait ramené à la maison il y a 3 ans. Je n'étais pas assez bien, pas assez riche, pas assez connecté, juste un col bleu qui portait des bottes au travail et conduisait un camion vieux de 10 ans. Mais Vanessa m'aimait. C'était assez pour moi. Apparemment, ce n'était pas assez pour Gérald. La fête de fiançailles avait lieu dans une salle chic du centre-ville de Tucson. Nappe blanche, guirlande lumineuse, un trio de jazz dans le coin. Gérald avait insisté pour tout payer. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas accepter. Les hommes comme lui ne donnent pas sans contrepartie. Ils investissent. Ils contrôlent. J'étais assis à la table d'honneur. Vanessa était de l'autre côté de la pièce, parlant à ses demoiselles d'honneur. Ma mère discutait avec des cousins. Mon père était décédé il y a 4 ans, donc il n'y avait plus qu'elle et moi. Elle était fière. Je pouvais le voir dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait. Gérald s'est assis à côté de moi. Il sentait l'eau de Cologne chère et le whisky. Il n'a rien dit au début, se contentant de regarder la foule comme s'il les possédait tous. Peut-être que c'était le cas. La moitié des gens ici étaient ses associés. L'autre moitié, les amis et la famille de Vanessa. Il s'est penché près de moi. « Tu es prêt pour le toast, Richard ?» J'ai hoché la tête. « Ouais. J'ai hâte. »« Bien. Bien. » Il m'a tapoté l'épaule. Grand moment. Tout le monde regarde. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a donné la chair de poule. Il y avait une tension dans sa voix, une suffisance, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Le personnel a commencé à apporter les flûtes de champagne. En cristal, cher. Gérald s'est assuré que tout le monde le sache. Il s'est levé et a teinté son verre avec une fourchette. La salle s'est tue. Il a fait un discours sur la famille et la tradition et à quel point il était heureux de m'accueillir dans le giron familial. C'était des mensonges. Je le voyais dans ses yeux. Il jouait la comédie. Quand il s'est rassis, il a placé une flûte de champagne devant moi. Puis il en a placé une devant lui. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais ensuite je l'ai vu jeter un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne ne regardait. Et c'est là qu'il l'a fait. Il a sorti une petite fiole de la poche de sa veste. Liquide transparent. Il l'a débouché avec son pouce et l'a versé dans mon verre. Rapide, fluide, comme s'il s'était entraîné. Je me suis figé. Mon cerveau essayait de traiter ce que je venais de voir. Cet homme, mon futur beau-père, l'homme qui était censé m'accueillir dans sa famille. Il venait de droguer mon verre. Je n'ai pas bougé, pas réagi. Je suis resté assis là, à fixer le verre. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient sous la table. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette fiole, bordel? Un sédatif? Un laxatif? Quelque chose de pire? Gérald s'est adossé à sa chaise, détendu, confiant. Il a pris son propre verre et l'a fait tourner. Il attendait. Le toast était dans 2 minutes. Tout le monde regarderait. Je lèverais ce verre, je boirais, et ce qu'il y avait mis ferait effet devant tout le monde, ma fiancée, ma mère, nos amis. Je serais humilié, peut-être pire. Mais il ne savait pas que je l'avais vu. J'ai jeté un coup d'œil à Vanessa. Elle riait avec sa sœur, si heureuse, si inconsciente. C'était censé être notre soirée, et son père essayait de la détruire. J'ai regardé Gérald. Il ne me regardait même plus. Il sirotait juste son whisky, suffisant, intouchable. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai attendu qu'il tourne la tête. Juste une seconde, il faisait signe à quelqu'un de l'autre côté de la pièce, un partenaire commercial. Et à ce moment-là, j'ai échangé les verres. Le mien à sa place, le sien à la mienne. C'était fluide, net. Personne n'a vu, pas même lui. Quand il s'est retourné, il n'a rien remarqué. Pourquoi l'aurait-il fait ?
C'étaient des verres identiques. Même cristal, même champagne. Il n'avait aucune raison de vérifier. J'ai pris le verre qui était maintenant devant moi, le propre, son original, et j'ai attendu. Gérald s'est de nouveau levé. Il a tapoté son verre. Très bien, tout le monde. C'est l'heure du toast traditionnel. Richard, lève-toi. Je me suis levé. Mes jambes semblaient faibles, mais j'ai gardé un visage neutre. À mon futur gendre, dit Gérald en levant son verre. Puisses-tu toujours connaître ta place dans cette famille? La salle a ri. Il pensait que c'était une blague. Je savais que non. À la famille, ai-je dit, en levant mon verre. Tout le monde a levé le sien. La pièce a résonné du tintement du cristal. Et nous avons bu. J'ai pris une petite gorgée. Gérald a vidé la moitié de son verre d'un seul coup. Le frimeur. Toujours à devoir prouver quelque chose. Je me suis rassis, j'ai posé mon verre sur la table, et j'ai attendu. Au début, rien ne s'est passé. Gérald parlait à quelqu'un à la table voisine, riant, serrant des mains, jouant le père fier. Puis, après environ 3 minutes, je l'ai vu. Il a cligné des yeux fortement, comme si quelque chose n'allait pas. Il a secoué la tête, a touché sa tempe. 4 minutes. Il a desserré sa cravate, s'est essuyé le front avec une serviette. 5 minutes. Il s'est levé, a vacillé un peu, s'est agrippé à la table pour garder l'équilibre. Vanessa l'a remarqué. « Papa, ça va ?» « Très bien, a-t-il dit. Sa voix était pâteuse, empâtée. « Il fait juste chaud ici. » 6 minutes. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Gérald avait toujours été un homme autoritaire. C'est ce que Vanessa m'avait dit au début. Il dirigeait sa maison comme il dirigeait son entreprise, avec une main de fer et une tolérance zéro pour la faiblesse. Sa mère l'avait quitté quand Vanessa avait 12 ans. Elle a juste fait ses valises et a déménagé en Californie. Elle ne s'est même pas battue pour la garde. Vanessa a dit que sa mère n'en pouvait plus. Les cris, les rabaissements, le besoin constant de dominer. Vanessa était restée avec son père. Elle n'avait pas le choix. Et elle avait appris à naviguer entre ses humeurs, à faire profil bas, à ne jamais le défier. Mais au fond, elle lui en voulait. Elle ne le dirait jamais à voix haute. Mais je le voyais dans sa façon de sursauter quand il élevait la voix. Dans sa façon de s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Quand elle me l'a présenté, j'ai su immédiatement que nous n'allions pas nous entendre. Il m'a regardé comme si j'étais de la saleté sur sa chaussure. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Quand je lui ai dit que je travaillais dans la construction, il a ri. Pas un rire amical, un rire dédaigneux. La construction, a-t-il dit. Alors, vous travaillez avec vos mains? Oui. Et vous pensez que c'est assez pour subvenir aux besoins de ma fille? Vanessa est intervenue. Papa, Richard est chef de projet. Il gagne très bien sa vie. Gérald l'a repoussé d'un geste de la main. Je suis sûr qu'il se débrouille. Mais se débrouiller, ce n'est pas pour ça que je t'ai élevé, Vanessa. Tu mérites mieux que de te débrouiller. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait parce que Vanessa m'a serré la main sous la table et je savais qu'elle avait besoin que je reste. Au cours des 3 années suivantes, Gérald n'a jamais lâché prise. À chaque dîner de famille, à chaque fête, il trouvait des moyens de me rappeler que je n'étais pas assez bien. Il me questionnait sur mon salaire, mes avantages sociaux, mon plan de retraite. Il me comparait à d'autres hommes, des hommes qui avaient réussi, des hommes qui travaillaient dans la finance, le droit ou la médecine. « Tu as déjà pensé à retourner à l'école, Richard ?» m'a-t-il demandé une fois. « Obtenir un vrai diplôme ?» J'avais un diplôme en génie civil, mais pour lui, ça ne comptait pas. Vanessa essayait de me défendre, mais ça ne marchait jamais. Gérald ne l'écoutait pas. Il n'écoutait presque personne. Il parlait et s'attendait à ce que tout le monde hoche la tête en signe d'approbation. Le pire, c'était la façon dont il la traitait comme si elle était encore une enfant. Il l'appelait tous les jours, prenait de ses nouvelles, lui demandait où elle était, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. Elle avait 25 ans, et il agissait toujours comme si elle avait besoin de sa permission pour vivre sa vie. Quand nous nous sommes fiancés, j'ai pensé que les choses changeraient peut-être. Qu'il finirait peut-être par m'accepter. Mais non, il a empiré. Il a insisté pour être impliqué dans chaque décision. Le lieu,
la liste des invités, les fleurs. Il agissait comme si c'était son mariage, pas le nôtre. Vanessa voulait quelque chose de petit, d'intime, juste les amis proches et la famille. Gérald voulait un spectacle, 300 personnes, un orchestre, un open bar. C'est le reflet de notre famille, a-t-il dit. Nous ne faisons pas dans le petit. Je me suis tu pour Vanessa. Toujours pour Vanessa. Mais ce soir, quelque chose avait changé. J'avais vu son vrai visage. L'homme derrière le masque. Et c'était plus laid que je ne le pensais. Maintenant, assis à la table d'honneur, le regardant vaciller sur ses pieds, je ressentais un étrange mélange de colère et de curiosité. Qu'est-ce qu'il avait bien pu mettre dans ce verre? Et qu'est-ce que ça lui faisait maintenant? Il s'est de nouveau essuyé le front. Son visage était rouge, en sueur. Il a regardé autour de la pièce comme s'il essayait de se souvenir où il était. « Papa, assieds-toi » a dit Vanessa. Elle était maintenant debout, inquiète. « Je vais bien » a-t-il dit. Mais sa voix était fausse. Trop forte, trop lâche. Il a fait un pas en avant, a trébuché, s'est rattrapé à une chaise. Les gens commençaient à remarquer. Le trio de jazz a arrêté de jouer. Les conversations se sont tues. Tout le monde regardait. Gérald s'est redressé. Il a regardé la foule puis il a souri, un sourire large, maniaque. « Vous savez quoi » a-t-il dit, sa voix résonnant dans la pièce. « J'adore cette chanson. » Il n'y avait pas de chanson qui jouait. Il a commencé à fredonner faux, un air que je ne reconnaissais pas. Puis il s'est mis à chanter fort, avec assurance, sorti de nulle part. « Mamma mia, here we go again. » Oh non. « My my, how can I resist you ?» Il chantait du ABBA à plein poumon à ma fête de fiançailles. La mâchoire de Vanessa est tombée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il l'a ignoré. Il était complètement dedans maintenant, dansant, se balançant, claquant des doigts. Toute la salle était figée. Personne ne savait quoi faire. Il a attrapé une fourchette sur la table et l'a tenue comme un microphone. « Mamma mia, does it show again? My my, just how much I've missed you. » Quelqu'un a ri, un rire nerveux, incertain. Gérald s'est retourné, a pointé du doigt ma grand-mère, qui était assise 2 tables plus loin. Elle avait 83 ans, mesurait à peine 1,50 mètres, adorable comme tout. Il s'est approché d'elle, s'est penché et a tendu son poing. « Allez, mamie. Fais un check. » Ma grand-mère l'a dévisagé. Terrifiée. Il a quand même cogné son poing contre le sien. Elle a sursauté. La salle a éclaté. La moitié des gens riaient. L'autre moitié avait l'air horrifiée. Vanessa s'est couvert le visage avec ses mains. Je suis resté assis là, à regarder. Une partie de moi voulait arrêter ça. L'autre partie voulait voir jusqu'où ça irait. Gérald est monté sur une chaise. Il chantait toujours, tenant toujours la fourchette microphone. Sa cravate était défaite. Sa chemise était à moitié sortie. Il ressemblait à un oncle ivre à un mariage, sauf que c'était ma fête de fiançailles et qu'il était censé être le patriarche digne. And just like before, it's nothing more than a feeling he had before. Il pointait des gens au hasard dans la foule, chantant directement pour eux. Ils applaudissaient maladroitement. Certains enregistraient avec leur téléphone. Ça allait être partout sur les réseaux sociaux dès le lendemain matin. Vanessa m'a attrapé le bras. « Richard, fais quelque chose. » Je me suis levé lentement. Je me suis approché de Gérald. Il m'a vu arriver et a souri. Il a passé son bras autour de mon épaule. « Richard, mon garçon, mon futur gendre. » Il mâchait ces mots maintenant. « Tu sais quoi? Tu es un type bien. Tu es un type bien, Gérald. Je pense que tu devrais t'asseoir. » M'asseoir? Non, non, non. On fait la fête. Il s'est retourné vers la foule. Cet homme ici, il épouse ma fille. Et vous savez quoi? Je respecte ça. Vraiment. Gérald était toujours sur la chaise, se balançant, chantant, pointant les gens comme s'il dirigeait un orchestre. Son visage était rouge écarlate. La sueur coulait sur ses tempes. On aurait dit qu'il allait s'évanouir ou vomir. Peut-être les deux. J'ai jeté un coup d'œil à Vanessa.
Elle était pâle. Sa sœur essayait de la réconforter. Mais Vanessa fixait son père. L'incrédulité et l'humiliation se lisaient sur son visage. Gérald a soudainement arrêté de chanter. Il m'a regardé. Ses yeux étaient vitreux, sans mise au point. « Richard, a-t-il dit, tu es un homme bon. Tu le sais ça. » Je n'ai pas répondu. « Non, sérieusement. Je le pense. Tu es. Tu es solide comme un roc. Un roc. » Il a ri de sa propre blague. Tu comprends? Construction. Roc. Quelqu'un dans la foule a gloussé. Mal à l'aise. Il est descendu de la chaise, a encore trébuché. Je l'ai attrapé par le bras. Il s'est appuyé sur moi. Lourd. Il sentait la sueur et le champagne. Faut que je te dise un truc, a-t-il chuchoté. Un chuchotement fort que tout le monde pouvait entendre. Je ne t'aimais pas au début. Tu le sais ça? Je sais. Ouais. Ouais. Mais tu sais quoi? Tu as poussé sur moi comme un champignon. Un bon champignon. Comme les champignons portobello. Tellement bon. Il divaguait maintenant. Complètement incohérent. Papa, laisse-moi te sortir, a dit Vanessa. Elle était à côté de nous maintenant. Sa voix était tendue, essayant de rester calme. Dehors? Non, non, je vais bien. Je suis super. La meilleure soirée de ma vie. Il a regardé la foule. N'est-ce pas la meilleure soirée de vos vies? Silence. Il a froncé les sourcils. Allez, les gens. Montrez un peu d'enthousiasme. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a déboutonné sa chemise. Pas complètement. Juste les 3 premiers boutons. Assez pour montrer ses poils de torse et une chaîne en or que je ne savais pas qu'il possédait. Il fait chaud ici, a-t-il dit. Quelqu'un d'autre a chaud? La sœur de Vanessa a haleté. Ma mère a couvert sa bouche. Gérald s'est éventé avec sa main. Puis il a commencé à faire l'arroseur. Ce vieux mouvement de danse, les bras qui se balancent, les hanches qui tournent. Il était à fond. La salle a explosé. Les gens riaient maintenant, de vrais éclats de rire. Certains enregistraient, d'autres regardaient juste, choqués. Ce n'était pas drôle pour Vanessa, mais pour tout le monde, c'était la chose la plus divertissante qu'ils aient vue depuis des années. J'aurais dû me sentir mal, mais ce n'était pas le cas. Cet homme avait essayé de m'humilier, de me droguer, de ruiner ma soirée, et maintenant il le faisait à lui-même. Le karma avait le sens de l'humour. Gérald a arrêté de danser. Il a regardé autour de lui, confus, comme s'il venait de réaliser où il était. Attendez, qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'on faisait? Vous portiez un toast, a crié quelqu'un du fond. Un toast, c'est ça. C'est ça. Il a attrapé la flûte de champagne la plus proche, l'a levée bien haut. À Richard et Vanessa. Puisse-t-il? Puisse-t-il? Il a oublié ce qu'il disait. Il est resté là, le verre en l'air, la bouche ouverte, le regard vide. Puis il a roté. Fort, long, le genre qui résonne. La salle a de nouveau éclaté. Les gens étaient pliés en deux. Ma grand-mère riait si fort qu'elle en pleurait. Vanessa avait l'air de vouloir disparaître. Gérald a cligné des yeux, a regardé le verre dans sa main, l'a bu. Puis il m'a regardé. Tu es un bon gamin, Richard. Ne laisse personne te dire le contraire. Et puis il s'est effondré. Pas de façon dramatique. Il s'est juste replié sur lui-même. Les genoux ont fléchi. Il a heurté le sol, KO. Vanessa a crié. Les gens se sont précipités. Quelqu'un a appelé un médecin. Ma mère s'est agenouillée et a vérifié son pouls. Il respire, il est juste inconscient. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes. Ils l'ont examiné. Ses signes vitaux étaient stables. Ils ont dit qu'il semblait avoir trop bu, combiné à de l'épuisement. Peut-être une réaction à quelque chose. Ils l'ont mis sur une civière et l'ont emmené à l'hôpital pour observation. Vanessa est partie avec eux. Elle ne m'a rien dit, elle est juste partie. Sa sœur est restée pour s'excuser auprès des invités, pour essayer de sauver ce qui restait de la soirée. Mais la fête était finie.
Les gens ont commencé à partir, offrant leurs condoléances, disant qu'ils espéraient que Gérald irait bien. Certains riaient encore, rejouant les meilleurs moments sur leur téléphone. Je suis resté là, seul à la table d'honneur, fixant les 2 flûtes de champagne, la mienne et la sienne, toutes 2 vides maintenant. J'ai pensé à ce qu'il avait essayé de faire. La fiole, le versement, le regard suffisant sur son visage. Il pensait avoir gagné. Pensait qu'il pouvait m'embarrasser devant tout le monde. Contrôler le récit. Prouver que je n'étais pas assez bien. Mais il m'avait sous-estimé. Je l'avais vu venir et je lui avais retourné la situation. J'ai pris son verre, celui dans lequel il avait bu, je l'ai tenu à la lumière, je me suis demandé ce qu'il y avait dedans. Un sédatif, un laxatif, quelque chose pour me rendre malade. Quoi que ce fût, ça lui avait fait un sacré effet à la place. Ma mère s'est approchée, a posé sa main sur mon épaule. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Oui, ça va. » C'était quelque chose. « Ouais. » Elle a étudié mon visage. « Tu n'as pas l'air surpris. » Je l'ai regardée. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Il a essayé de me droguer, ai-je dit doucement. J'ai échangé les verres. Ses yeux se sont écarquillés. Puis elle a souri. Un petit sourire fier. Bien. Nous n'avons rien dit de plus. Nous sommes restés là. La salle était presque vide maintenant. Le trio de jazz remballait. Le personnel débarrassait les tables. Les guirlandes lumineuses brillaient encore au-dessus de nos têtes, mais la magie avait disparu. Vanessa n'est pas revenue cette nuit-là. Je lui ai envoyé des textos, je l'ai appelée. Pas de réponse. J'ai supposé qu'elle avait besoin d'espace, besoin de digérer ce qui venait de se passer. Son père s'était humilié et par extension l'avait humilié, mais il se l'était infligé à lui-même. C'était la partie qu'elle ne comprenait pas encore. Il avait provoqué tout ça lui-même et j'en avais fini de me sentir coupable. Je suis rentré seul à la maison. Ma mère m'a suivi dans sa voiture. En arrivant à mon appartement, je me suis assis sur le canapé et j'ai rejoué la soirée dans ma tête. Le visage de Gérald quand il a bu le champagne, la confusion, le chant, l'effondrement. Ça aurait dû être ma pire soirée. Au lieu de cela, c'était étrangement satisfaisant. Non pas parce que j'aimais le voir souffrir, mais parce que pour une fois, il n'avait pas pu contrôler le résultat. Pour une fois, j'avais le pouvoir. Et ça faisait du bien. Vanessa ne m'a pas parlé pendant 3 jours. J'ai appelé. J'ai texté. Je me suis présenté à son appartement. Rien. Sa sœur a finalement ouvert la porte le 3e jour et m'a dit que Vanessa avait besoin de temps, que son père était à l'hôpital, que les médecins faisaient des tests, qu'elle était gênée, blessée et confuse. Je voulais lui dire la vérité, que son père avait essayé de m'empoisonner, que tout ce qui s'était passé était de sa propre faute. Mais je me suis tue parce que sans preuve, ça sonnerait juste comme une excuse, comme si j'essayais de rejeter la faute. Alors j'ai attendu. Gérald est sorti de l'hôpital après 2 jours. Le médecin a dit qu'il avait eu une réaction sévère à l'alcool mélangé à une substance inconnue. Ils n'ont pas pu l'identifier. Il a prétendu n'avoir aucune idée de comment elle était entrée dans son système. Il a joué la victime. A dit que quelqu'un avait dû droguer son verre pour une blague. Bien sûr. Quand Vanessa m'a enfin appelé, sa voix était froide, distante. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son appartement. Terrain neutre. Elle avait l'air fatiguée. Des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en arrière, pas de maquillage. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas touché à son café. Mon père veut reporter le mariage, a-t-elle dit. J'ai senti ma poitrine se serrer. Pourquoi? Il dit qu'on a besoin de temps. Que ce qui s'est passé à la fête de fiançailles était un signe qu'on s'est précipité. Vanessa, ton père s'est ridiculisé. Ça n'a rien à voir avec nous. Il pense que quelqu'un l'a drogué, Richard. Et il pense que ça pourrait être toi. Voilà. Je me suis adossé, les regarder. Tu penses que j'ai drogué ton père? Je ne sais pas quoi penser. Vanessa, j'étais assis à côté de lui tout le temps. Si quelqu'un l'a drogué, ce n'est pas moi. Alors qui était-ce? J'aurais pu lui dire à ce moment-là. Aurais pu lui expliquer ce que j'avais vu. Mais quelque chose m'a arrêté.
Peut-être la façon dont elle me regardait, comme si elle avait déjà pris sa décision, comme si quoi que je dise, elle le croirait lui plutôt que moi. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais ce n'était pas moi. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle essayait de se convaincre. Il veut que je retourne vivre à la maison pendant un moment, jusqu'à ce qu'on règle ça. Régler quoi? Il n'y a rien à régler. Ton père s'est saoulé et s'est ridiculisé. C'est tout. Il ne se saoule pas, Richard. Il a bu 2 verres de champagne. Ce n'est pas assez pour provoquer ce qui lui est arrivé. Alors peut-être qu'il a pris quelque chose avant la fête. Peut-être qu'il a mélangé des médicaments. Je ne sais pas, Vanessa, mais je ne lui ai rien fait. Elle s'est levée. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Vanessa, s'il te plaît. Je t'appellerai. Elle est partie. N'a pas fini son café. N'a pas regardé en arrière. Je suis resté assis là pendant 1 heure, à regarder le mur, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mes fiançailles s'effondraient à cause de Gérald, parce qu'il avait essayé de me détruire et avait fini par se détruire lui-même. Et maintenant, il retournait la situation, faisant de moi le méchant. J'ai pensé à aller à l'appartement de Vanessa, à confronter Gérald, à lui dire que je savais ce qu'il avait fait, mais ça ne marcherait pas. Il nierait. Et sans la fiole, sans preuve, c'était ma parole contre la sienne. Je devais être plus malin. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait quelques recherches. J'ai contacté des gens qui connaissaient Gérald, des associés, d'anciens employés. Je voulais savoir quel genre d'homme il était vraiment, s'il avait un historique de ce genre de comportement. Ce que j'ai trouvé n'était pas surprenant, mais c'était accablant. Gérald avait une réputation. Il était connu pour être impitoyable, vindicatif. Il avait détruit des concurrents, évincé des partenaires commerciaux. Il y avait des rumeurs de chantage, de menaces. Un ancien employé m'a dit que Gérald avait un jour saboté un fournisseur qui refusait de lui faire une remise, répandant des mensonges sur leurs produits, leur faisant perdre des contrats. Une autre personne m'a parlé d'un procès des années auparavant. Une femme avait accusé Gérald de harcèlement. L'affaire n'est jamais allée au tribunal. Gérald l'a payé, lui a fait signer un accord de non-divulgation, a enterré l'affaire. C'était l'homme que Vanessa appelait papa, l'homme qu'elle défendait, l'homme en qui elle avait confiance. J'ai commencé à compiler tout ce que je trouvais. Emails, témoignages, archives publiques. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais j'avais besoin de munitions parce que je savais que Gérald n'allait pas s'arrêter. Il me voyait comme une menace et les hommes comme lui ne tolèrent pas les menaces. 2 semaines après la fête de fiançailles, Vanessa m'a rappelé. Sa voix était différente, plus douce, apologétique. On peut se voir? Nous nous sommes retrouvés au même café. Cette fois, elle avait l'air mieux, reposée. Elle a commandé son habituel latte à la vanille, extra mousse. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je n'aurais pas dû t'accuser. C'est bon. Non, ça ne l'est pas. J'ai eu peur et j'ai laissé mon père me monter la tête. Mais je te connais, Richard. Tu ne ferais pas une chose pareille. Je voulais la croire, mais je pouvais voir le doute qui persistait dans ses yeux. Elle disait les mots, mais elle ne le pensait pas entièrement. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Elle a hésité. Mon père a trouvé la fiole. Mon estomac s'est noué. Quoi? La fiole, celle avec ce qu'il y avait dans son verre. Il l'a trouvée dans la poche de sa veste. Il pense que quelqu'un l'a mise là pour le piéger. Bien sûr. Est-ce qu'il est allé à la police? Non. Il ne veut pas en faire toute une histoire. Il veut juste passer à autre chose et il pense que nous devrions aussi. Il a dit qu'il soutiendra le mariage, qu'il a eu tort de suggérer de le reporter. Je n'y ai pas cru. Gérald ne changeait pas d'avis comme ça. Il préparait quelque chose. C'est super, ai-je dit, me forçant à sourire. Vanessa a tendu la main sur la table, a pris la mienne. Je t'aime, Richard. Je ne veux pas te perdre à cause de ça. Tu ne vas pas me perdre. Mais même en le disant, je savais que quelque chose avait changé. La confiance entre nous était fracturée, et Gérald était celui qui tenait le marteau. Les semaines suivantes furent tendues. Vanessa est retournée dans son appartement. Nous avons repris la planification du mariage, mais tout semblait bizarre.
Les conversations étaient guindées. Elle était distraite. Toujours sur son téléphone, toujours à prendre des nouvelles de son père. Gérald, de son côté, jouait le gentil. Trop gentil. Il m'a invité à déjeuner. Juste nous deux. A dit qu'il voulait mettre les choses au clair. Je savais que c'était un piège, mais j'y suis allé quand même parce que je devais savoir ce qu'il prévoyait. Nous nous sommes rencontrés dans un steakhouse du centre-ville. Gérald était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle, costume cher, montre Rolex. Il s'est levé quand il m'a vu, m'a serré la main, poignée ferme, dominante. Richard, merci d'être venu. Bien sûr. Nous nous sommes assis, avons commandé des boissons, il a pris un whisky, j'ai pris de l'eau. Je veux m'excuser, a-t-il dit. Pour ce qui s'est passé à la fête de fiançailles, j'étais déplacé. Tu n'étais pas toi-même. Non, je ne l'étais pas. Il s'est penché en avant. J'ai été sous beaucoup de stress, le travail, des problèmes personnels. Je n'aurais pas dû laisser ça m'affecter comme ça. Ça arrive. Je veux aussi m'excuser de t'avoir accusé. Vanessa m'a dit que j'étais injuste. Et elle avait raison. Tu es un homme bon, Richard. Je le vois maintenant. Il mentait. Je le voyais dans ses yeux. La façon dont il tenait son sourire une seconde de trop. La façon dont sa mâchoire se crispait quand il disait mon nom. J'apprécie. Bien. Bien. Il a siroté son whisky. Alors, allons de l'avant. Table rase. Je veux vous aider, toi et Vanessa, à faire en sorte que le mariage soit parfait. C'est généreux. C'est le moins que je puisse faire. Il a fait une pause. En fait, j'ai réfléchi. Tu travailles dans la construction, n'est-ce pas? Oui. Chef de projet. Ouais. Bon salaire. Ça va. Il a hoché la tête. J'ai une proposition à te faire. J'étends mon entreprise, j'ouvre de nouveaux magasins. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la construction, les rénovations, les aménagements, ce genre de choses. Intéressé? Ça semblait trop beau pour être vrai, parce que ça l'était. J'ai déjà un travail. Je sais, mais celui-ci serait mieux. Meilleur salaire, meilleurs avantages. Tu travaillerais pour la famille. Voilà. L'hameçon. Travailler pour lui signifiait être sous son contrôle, dépendant de lui, redevable envers lui. J'apprécie l'offre, mais je suis heureux là où je suis. Son sourire a vacillé, juste une seconde. Tu es sûr? C'est une grosse opportunité. J'en suis sûr. Il s'est adossé, a siroté son whisky. Comme tu voudras. Le reste du déjeuner fut inconfortable. Banalité, rire forcé. Gérald revenait sans cesse à l'offre d'emploi, essayant différents angles, parlant de sécurité, d'avenir, de subvenir aux besoins de Vanessa. Mais je n'ai pas cédé. Quand nous sommes partis, il m'a de nouveau serré la main. Pense Y, Richard. L'offre tient toujours. J'y penserai, mais je ne le ferai pas. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé un vieil ami, Trevor. Nous avions travaillé ensemble sur un projet à Phoenix quelques années auparavant. Il était maintenant détective privé, spécialisé dans l'espionnage industriel, les vérifications d'antécédents, ce genre de choses. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un, ai-je dit. Qui? Gérald, mon futur beau-père. Qu'est-ce que je cherche? Tout. Absolument tout. J'ai besoin de savoir qui est vraiment ce type. Trevor était bon dans son travail. En une semaine, il avait un dossier, épais, détaillé et accablant. Gérald avait bâti son entreprise sur des mensonges. Il avait volé des idées à des concurrents, manipulé des contrats, soudoyé des inspecteurs. Il y avait plusieurs procès, tous réglés à l'amiable, tous enterrés sous des accords de non-divulgation. Mais ce n'était pas le pire. Trevor a trouvé des preuves de fraude. Gérald avait détourné de l'argent de sa propre entreprise, le cachant dans des comptes offshore, maquillant les comptes pour éviter les impôts. Si le fisc l'apprenait un jour, il serait fini. Et puis il y avait la fiole. Trevor a retrouvé le fournisseur, une pharmacie en ligne louche. La substance que Gérald avait commandée était un sédatif, fort, à action rapide, conçu pour assommer quelqu'un en quelques minutes,
le genre de choses utilisées dans les cas de viol par administration de drogue. Gérald l'avait commandé 3 semaines avant la fête de fiançailles, expédié à une boîte postale sous un faux nom, mais Trevor a retracé la carte de crédit. C'était la sienne. Je le tenais. Je suis resté assis dans mon appartement, à regarder le dossier. Une partie de moi voulait aller directement voir Vanessa, tout lui montrer, prouver que son père était un monstre. Mais je savais que ça ne marcherait pas. Elle ne le croirait pas. Ou pire, elle le croirait et m'en voudrait d'avoir fouillé dans le passé de son père. Non, je devais être stratégique. Je devais utiliser ces informations de la bonne manière au bon moment. J'ai appelé Trevor. Peux-tu faire des copies de tout? Déjà fait. Je me doutais que tu voudrais des sauvegardes. Bien. Garde-les. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Compris. J'ai raccroché. J'ai de nouveau regardé le dossier. Gérald se croyait intouchable. Pensait qu'il pouvait contrôler tout le monde, manipuler tout le monde, mais il avait fait une erreur. Il m'avait sous-estimé, et ça allait lui coûter cher. 2 mois ont passé, le mariage était de nouveau sur les rails. Vanessa était heureuse, planifiait, était excitée. Gérald jouait le père attentionné, payait tout, souriait sur toutes les photos. Mais je voyais clair dans son jeu. Je voyais la façon dont il me regardait quand personne ne regardait, le calcul froid dans ses yeux. Il attendait. Quoi, je ne savais pas. Mais j'étais prêt. Le dîner de répétition a eu lieu dans un country club. Cher, élégant. Gérald a fait un discours, a parlé de la famille, de l'amour, de sa fierté pour sa fille. Il m'a même mentionné, a dit que j'étais un travailleur acharné, un homme bon, qu'il avait de la chance de m'avoir comme gendre. Tout le monde a applaudi. Vanessa rayonnait. Ma mère a essuyé des larmes de ses yeux, mais je savais que tout cela n'était qu'une comédie. Après le dîner, Gérald m'a pris à part. Nous sommes sortis sur la terrasse surplombant un terrain de golf. Le soleil se couchait, des traînées oranges et roses dans le ciel. Grand jour demain, a-t-il dit. Ouais. Tu es nerveux. Un peu. Il a gloussé. J'étais nerveux à mon mariage aussi. Il s'est avéré que j'avais de bonnes raisons de l'être. Il parlait de la mère de Vanessa, du divorce. Le mariage est difficile, Richard. Plus difficile que tu ne le penses. Je sais. Vraiment? Il m'a regardé. Parce qu'une fois que tu es dedans, il n'y a pas de sortie facile. Tu es coincé avec elle, avec moi, avec cette famille. J'aime Vanessa. C'est tout ce qui compte. L'amour, a-t-il ricané. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne construit pas un avenir. Tu sais ce qui le fait? L'argent, le pouvoir, le contrôle. C'est ce que tu penses. C'est ce que je sais. Il s'est tourné pour me faire face complètement. J'ai beaucoup réfléchi à toi. À ton avenir. Et je suis arrivé à une conclusion. Laquelle? Tu n'es pas assez bien pour ma fille. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Voilà. Le masque tombait. Le vrai Gérald. Alors pourquoi as-tu laissé le mariage se poursuivre? Parce que Vanessa t'aime, pour une raison quelconque. Et j'aime ma fille. Donc je suis prêt à te tolérer pour l'instant. Mais comprends bien ceci, Richard. Tu es en sursis. Une erreur, un faux pas. Et je m'assurerai qu'elle te voit pour ce que tu es vraiment. Et c'est-à-dire? Un moins que rien. Il a souri, m'a tapoté l'épaule et est retourné à l'intérieur. Je suis resté là, seul sur la terrasse. Le soleil était presque couché maintenant, les ombres s'étirant sur le terrain de golf. Je sentais mon pouls dans mes tempes. Mes mains tremblaient. J'avais essayé d'être patient, d'être gentil, mais Gérald venait de déclarer la guerre, et j'en avais fini d'être gentil. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai trouvé le numéro de Trevor, je lui ai envoyé un texto. Demain, après la cérémonie, sois prêt. Il a répondu immédiatement. J'y suis. Le jour du mariage était parfait. Ciel clair, brise chaude. Le lieu était un domaine avec jardin à la périphérie de Tucson. Des fleurs partout. Des chaises blanches disposées en rangées soignées. Un quatuor à cordes jouait doucement. Vanessa était magnifique.
Robe blanche, détail en dentelle, ses cheveux relevés. Elle rayonnait, heureuse. C'était son jour, et je n'allais pas laisser Gérald le gâcher. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Nous avons échangé nos vœux, échangé nos alliances, nous nous sommes embrassés. Tout le monde a applaudi. Vanessa a pleuré, ma mère a pleuré. Même Gérald avait l'air ému. Mais je savais que c'était faux. La réception a eu lieu au même endroit. Cocktail, dîner, danse. Gérald a fait un autre discours. M'a souhaité la bienvenue dans la famille, a dit toutes les bonnes choses. Tout le monde a gobé ça. Mais j'attendais le bon moment, le moment parfait. Il est arrivé pendant la coupe du gâteau. Tout le monde s'est rassemblé, appareil photo prêt. Vanessa et moi avons posé avec le couteau, avons coupé la première tranche, nous l'avons donné l'un à l'autre. Doux, traditionnel. Puis Gérald s'est levé, a levé son verre. Un autre toast aux heureux mariés. Tout le monde a levé son verre. Richard, a-t-il dit, je veux juste que tu saches que je suis fier de toi. Tu as fait tes preuves et je sais que tu vas prendre soin de ma fille. Il m'a regardé, a souri, ce même sourire suffisant de la fête de fiançailles. J'ai souri en retour, puis j'ai fait un signe de tête à Trevor. Il se tenait près de l'entrée, un appareil photo à la main. Il a lancé la projection. L'écran derrière la table d'honneur s'est allumé. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Au début, ce n'était que des documents, des registres financiers, des relevés bancaires, des comptes offshore, le nom de Gérald en haut de chaque page. Puis sont venus les emails, les menaces, les pots de vin, les preuves de fraude. Puis la fiole, une photo du reçu, le nom de Gérald, la boîte postale, le sédatif. Le silence s'est fait dans la pièce. Tout le monde lisait, digérait, faisait les liens. Le visage de Gérald est devenu pâle. Il a posé son verre, a fixé l'écran. Vanessa m'a regardé, confuse. Richard, qu'est-ce que c'est? La vérité, ai-je dit. Sur ton père. Gérald s'est levé. Éteignez ça maintenant. Mais personne n'a bougé. Le diaporama a continué. Plus de preuves, plus de mensonges, plus de trahison. Tout ce que Trevor avait trouvé, exposé à la vue de tous. Il a essayé de me droguer, ai-je dit. Ma voix était stable, calme. À notre fête de fiançailles, il a mis un sédatif dans mon verre, mais je l'ai vu et j'ai échangé les verres. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là était de sa propre faute. La bouche de Vanessa s'est ouverte. Elle a regardé son père. Papa? Gérald n'a pas répondu. Il est juste resté là, figé. Il vole sa propre entreprise, ai-je continué, cache de l'argent, soudoie des fonctionnaires, et quand je n'ai pas voulu travailler pour lui, quand je ne l'ai pas laissé me contrôler, il a décidé que j'étais une menace. Alors il a essayé de se débarrasser de moi. La salle a éclaté, les gens parlaient, criaient, les flashs crépitaient. Vanessa s'est mise à pleurer. Sa sœur s'est précipitée à ses côtés. Gérald a finalement bougé. Il s'est dirigé vers le projecteur, a essayé de l'éteindre, mais Trevor a été plus rapide. Il a attrapé le bras de Gérald, l'a tiré en arrière. Lâchez-moi, a dit Gérald. Pas question. La sécurité est arrivée, le directeur du lieu. Ils ont escorté Gérald dehors. Il criait, jurait, me blâmait tout le monde sauf lui-même. La réception était terminée. Les gens sont partis. Chuchotement, choc. Vanessa était assise à la table d'honneur, regardant dans le vide. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pris sa main. Je suis désolé, ai-je dit. Elle m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé, mais tu ne m'aurais pas cru. Pas sans preuve. Elle a hoché la tête lentement. C'est mon père, Richard. Mon père. Je sais. Comment suis-je censé digérer ça? Je ne sais pas, mais nous allons trouver une solution ensemble. Elle a serré ma main et nous sommes restés assis là, dans les ruines de notre mariage, nous tenant l'un à l'autre. Les retombées ont été immédiates et brutales. Le lendemain matin, les vidéos du mariage étaient partout. Les réseaux sociaux ont explosé. Les médias s'en sont emparés. Les chaînes locales ont diffusé des reportages sur le magnate de la quincaillerie qui s'est fait démasquer au mariage de sa fille.
L'homme qui a essayé de droguer son futur gendre. L'homme qui a bâti son empire sur la fraude et l'intimidation. Les partenaires commerciaux de Gérald ont commencé à prendre leur distance en quelques heures, publiant des déclarations soigneusement formulées, condamnant ses actions, affirmant qu'ils n'avaient aucune connaissance de ses activités illégales. C'était de la pure gestion de crise, de l'autopréservation, des rats quittant un navire en perdition. Le fisc a lancé une enquête la même semaine. Une fois que les preuves de Trevor sont devenues publiques, il n'avait pas le choix. Des agents fédéraux se sont présentés au bureau de Gérald. Ils ont saisi ses dossiers, gelé ses comptes. Son équipe d'avocats coûteux s'est démenée. Mais il y avait trop de preuves, trop de pistes, trop de témoins prêts à parler maintenant que la vérité était sortie. Gérald avait été négligent, arrogant. Il pensait que son argent et son influence le rendaient intouchable. Et maintenant, tout le rattrapait. Ses quincailleries ont commencé à fermer. Une par une, les employés sont partis. Certains attendaient ce moment depuis des années, attendant que quelqu'un expose enfin ce qu'ils savaient depuis toujours. Les fournisseurs ont immédiatement coupé les ponts. Personne ne voulait être associé à lui. Les clients ont boycotté. Des manifestations devant ses derniers magasins. L'empire qu'il a mis 30 ans à construire s'est effondré en moins de 3 semaines. Vanessa a eu du mal avec tout ça. Elle a emménagé temporairement chez sa sœur. Elle avait besoin d'espace, loin de moi et de son père. Je comprenais que ce n'était plus seulement une question des actions de Gérald. C'était tout ce qu'elle croyait savoir qui était un mensonge. Toute son enfance, sa famille, l'homme qu'elle appelait papa. Les fondations de sa vie avaient été construites sur des sables mouvants. Et maintenant, elles coulaient. Je lui ai donné du temps, je n'ai pas insisté, je prenais juste de ses nouvelles tous les quelques jours, j'envoyais des textos, je m'assurais qu'elle savait que j'étais là quand elle serait prête, que je n'allais nulle part. 3 semaines après le mariage inachevé, elle m'a appelé, m'a demandé si on pouvait se voir. Nous sommes allés dans un parc près de chez sa sœur, avons marché le long d'un sentier désertique. Aucun de nous n'a rien dit pendant les 10 premières minutes, nous marchions juste côte à côte, la chaleur de l'Arizona pesant sur nous. J'ai parlé à ma mère, a-t-elle finalement dit. Sa voix était basse, fatiguée. Comment va-t-elle? Elle était au courant pour mon père, pour ce dont il était capable. C'est pour ça qu'elle est partie. Vanessa s'est arrêtée de marcher, s'est tournée pour me regarder. Ses yeux étaient rouges. Elle a dit qu'elle a essayé de me le dire quand j'étais plus jeune, mais je ne voulais pas l'entendre. Je pensais qu'elle était juste amère à cause du divorce, qu'elle essayait de me monter contre lui. Tu n'étais qu'une enfant. Je l'étais, mais je ne le suis plus. Et j'aurais dû le voir. Les signes ont toujours été là. La façon dont il traitait le personnel. La façon dont il parlait de quiconque n'était pas d'accord avec lui. Comment il avait besoin de tout contrôler. Tout le monde. J'ai juste choisi de l'ignorer parce que c'était mon père et je voulais qu'il soit bon. C'est ton père. Tu voulais croire le meilleur de lui. C'est naturel. Elle a hoché la tête lentement, a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Je suis désolé, Richard, d'avoir douté de toi. De ne pas t'avoir cru quand tu as essayé de me le dire, de l'avoir laissé se mettre entre nous. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Si, j'en ai besoin. Tu avais raison à son sujet depuis le début, et j'étais trop aveugle pour le voir, trop effrayé pour le voir. J'ai pris sa main, l'ai serrée. On va s'en sortir. Vraiment? Sa voix s'est brisée. Comment on se relève de ça? Un jour à la fois. Ensemble. Elle s'est appuyée contre moi et nous sommes restés là, sur ce sentier, nous tenant l'un à l'autre, le soleil chaud sur nos dos, le désert s'étendant autour de nous, recommençant à zéro. Gérald a été arrêté 2 semaines plus tard. Évasion fiscale, fraude électronique, corruption, tentative d'agression avec une substance dangereuse. Les accusations s'accumulaient. Ses avocats ont essayé de négocier une entente de plaidoyer, ont offert de coopérer, de nommer d'autres personnes impliquées dans ces combines, mais l'accusation n'était pas intéressée par les accords. Il voulait faire de lui un exemple, montrer que personne n'est au-dessus de la loi, pas même les riches hommes d'affaires avec des relations. Le procès a été fixé à 8 mois plus tard. Gérald a payé sa caution, mais c'était un homme brisé. Ses avoirs étaient gelés, sa réputation détruite. Sa fille ne lui parlait plus. Il n'avait plus d'amis, juste des avocats coûteux qui le saignaient à blanc avec leurs honoraires.
Il a essayé d'appeler Vanessa, a laissé des messages vocaux, a envoyé des lettres. Elle n'a pas répondu, ne les a pas lus. Elle m'a dit qu'elle en avait fini, qu'elle avait passé toute sa vie à essayer de gagner son approbation, son respect. Et maintenant, elle réalisait que rien de tout cela n'avait d'importance. Il était incapable d'amour véritable, seulement de contrôle. Vanessa et moi nous sommes remariés 2 mois plus tard. Discrètement, au palais de justice de Tucson. Juste nous, ma mère, sa sœur. Pas de réception, pas de discours, pas de toast au champagne, pas de drame, juste 2 personnes se faisant une promesse. Comme ça aurait dû être depuis le début. C'était parfait. Nous avons déménagé à Colorado Springs 4 mois après ça. Un nouveau départ loin de Tucson, loin des souvenirs, loin de l'ombre de Gérald. J'ai pris un poste dans une entreprise de construction là-bas. Meilleur salaire, meilleur projet, meilleure personne. Vanessa a commencé à travailler comme graphiste, à distance, en freelance. Elle aimait la liberté, le contrôle sur son propre emploi du temps, sa propre vie. Nous avons acheté une petite maison dans le nord de la ville. 2 chambres, un jardin clôturé, vue sur les montagnes, rien d'extraordinaire. Mais c'était à nous. Pas d'argent de quelqu'un d'autre impliqué. Pas de conditions, pas d'obligations, juste nous, construisant quelque chose de réel. La vie est devenue calme, simple. Nous faisions de la randonnée le week-end, explorions les sentiers autour de Pikes Peak, essayions de nouveaux restaurants en ville, nous sommes fait des amis avec nos voisins, un couple de retraités qui aimait jardiner. Une jeune famille avec 2 enfants qui jouaient dans le jardin. Des choses normales, le genre de choses que nous aurions dû faire depuis le début. Avant que Gérald n'essaie de tout contrôler, Vanessa parlait rarement de son père. Quand elle le faisait, c'était bref, détaché, clinique, comme si elle parlait d'un étranger qu'elle avait connu. D'une certaine manière, c'était le cas. L'homme qu'elle pensait connaître n'a jamais existé. Il a toujours été une fabrication, une performance, un masque qu'il portait pour manipuler les gens. Et une fois ce masque tombé, il n'y avait rien en dessous qui vaille la peine de se souvenir, juste de la laideur et de l'ego. Sa mère a pris contact pendant notre premier mois au Colorado. Elles ont commencé à reconstruire leur relation lentement, prudemment. Des appels vidéo au début, puis sa mère est venue nous rendre visite, et rester une semaine. Elles ont parlé, vraiment parlé, du passé, de Gérald, de toutes les années qu'elles ont perdues. Des années de distance et de blessures ne pouvaient pas être effacées du jour au lendemain. Mais elles essayaient, faisaient un effort, et c'était suffisant. Ma mère nous rendait souvent visite. Elle aimait le Colorado. Disait que l'air était plus pur qu'en Arizona. Les montagnes lui rappelaient l'époque où mon père était vivant. Ils campaient ensemble dans les Rocheuses avant qu'il ne tombe malade. Avant que tout ne change, elles s'asseyaient sur notre terrasse arrière avec une couverture et racontaient des histoires sur leurs aventures, leurs luttes, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Vanessa adorait l'écouter. Adorait entendre parler du genre de partenariat basé sur le respect et la confiance. Pas le contrôle, pas la manipulation, juste 2 personnes se choisissant chaque jour. Un samedi après-midi, Vanessa et moi étions assis dans le jardin à boire du café, regardant les nuages d'orage rouler sur les montagnes au loin. Elle s'est tournée vers moi. « Penses-tu parfois à cette nuit-là » a-t-elle demandé doucement. « Laquelle ?»« La fête de fiançailles, quand tu as échangé les verres. »« Parfois. »« Le regrettes-tu » J'y ai réfléchi. J'ai vraiment considéré la question. Non, je ne le regrette pas, même en sachant comment tout s'est terminé, comment ça a détruit ma famille. Ta famille était déjà détruite, Vanessa. C'est ton père qui a fait ça, pas moi. Je l'ai juste exposé. J'ai posé mon café. Et non, je ne le regrette pas, car si je ne l'avais pas fait, il aurait trouvé un autre moyen de s'en prendre à moi, à nous. Les hommes comme lui n'arrêtent pas. Ils ne changent pas. Ils deviennent simplement meilleurs pour cacher qui ils sont vraiment. Elle a hoché la tête lentement. Je sais. Je me demande juste parfois si les choses auraient pu être différentes, s'il aurait pu être différent. Peut-être dans une autre vie, mais pas dans celle-ci. Il a fait ses choix, chaque jour, et ils ont eu des conséquences. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci de m'avoir protégé, même quand je ne le voyais pas. Même quand je me suis opposé à toi. Toujours. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le soleil commence à descendre derrière les montagnes. Des traînées oranges et roses peignant le ciel.
Les mêmes couleurs que cette nuit au dîner de répétition du country club. Quand Gérald m'a pris à part, m'a dit que je n'étais pas assez bien. Que j'étais un moins que rien. Que j'étais en sursis. Il avait tort sur toute la ligne. Je n'étais pas un moins que rien. Je n'étais pas faible. Et je n'allais pas être contrôlé par lui ou par qui que ce soit d'autre. Je l'avais prouvé. Et je continuerai à le prouver chaque jour. Le procès de Gérald n'a jamais eu lieu. Il est mort d'une crise cardiaque 5 mois après son arrestation. Massive, fatale. Le stress avait été trop fort. Son corps a lâché avant que le système judiciaire ne puisse en finir avec lui. Il est mort seul dans son appartement du centre-ville. Pas de famille présente, pas d'amis, juste un homme déshonoré qui a détruit tout ce qu'il a touché. Vanessa n'est pas allée à l'enterrement. Sa mère non plus. Sa sœur y est allée. Se sentait obligée, mais c'était un petit enterrement. Peut-être 15 personnes. Des parents éloignés qui le connaissaient à peine. Quelques anciens employés qui estimaient devoir être là. Pas d'éloge funèbre. Personne n'avait rien de bon à dire. Juste une inhumation, une pierre tombale et le silence. Ces quincailleries ont été complètement liquidées. L'argent a servi à rembourser les investisseurs floués et à couvrir son énorme dette fiscale. Son nom est devenu une blague dans les cercles d'affaires. Une histoire édifiante, un rappel que la corruption finit toujours par vous rattraper. Que le pouvoir construit sur des mensonges ne peut pas durer. Ces anciens employés se sont manifestés après sa mort, ont partagé leurs histoires publiquement, les tactiques d'intimidation, les abus verbaux, la peur avec laquelle ils ont vécu pendant des années. Un par un, ils ont retrouvé leur voie. Et l'héritage de Gérald est parti en fumée. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de donner à quelqu'un assez de cordes et de le regarder se pendre avec.